Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, secrétaire nationale. Merci de me l'avoir proposé. Des écologistes. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane, bonjour Marine Tondelier. Emmanuel Macron a donc annoncé hier qu'il se rendrait demain à Mayotte. Marine Tondelier, est-ce que vous saluez cette décision du chef de l'État après le flottement de ces derniers jours de François Bayrou ? Il est évident que la place du président de la République, que la place du Premier ministre est aujourd'hui à Mayotte, aux côtés de nos concitoyens mahorais, mahoraises, qui vivent une épreuve terrible. Je pense que, de mémoire d'homme, il n'y a aucun département français qui a vécu une catastrophe climatique aussi terrible depuis plus d'un siècle. Et je pense d'ailleurs que si ça se passait sur un des départements de l'Hexagone, on serait tous en édition spéciale permanente pour en parler, parce que ce qui se passe est terrible, c'est un drame humain absolu. Moi, j'étais à Mayotte au printemps, et je vais vous dire, même sans le cyclone, c'était déjà un drame humain absolu, Mayotte, dont on ne parle jamais. Il y a un petit côté loin des yeux, loin du cœur, comme si c'était trop compliqué et qu'il fallait mieux ne pas s'en occuper. Et j'avais noué quelques contacts sur place quand j'y étais. Et je reçois depuis quelques jours des vidéos, y compris hier une femme qui a accouché dans un lycée, y compris des gamins qui sont nus dans cette cour du lycée parce qu'il n'y a plus de couches et que les mamans n'ont pas le choix, de l'eau qui manque, de la nourriture qui manque, des médicaments qui manquent, un bilan humain qui, pour l'instant, semble très, très sous-évalué, parce que la vérité, c'est que beaucoup de personnes, on les retrouvera probablement jamais. Il y a eu des coulées de boue, il y a des personnes qui ont été ensevelies, il y a des personnes qui s'auto-organisent pour gérer des funérailles en urgence, parce que dans leur religion, à certains, il faut 24 heures, ils ont 24 heures pour enterrer leurs morts. Et puis surtout, je le dis, une insécurité totale de plein de personnes vis-à-vis des autorités. Et donc, pour plein de personnes qui résident sur ce territoire, aller dans un hôpital, aller se signaler aux autorités, dire qu'on a besoin d'aide, c'est se mettre en danger. Parce que c'est ça qui est devenu le rapport entre beaucoup de résidents de ce territoire. Que les personnes ont peur des autorités, vous dites ? Évidemment, ils se cachent. Moi, je peux vous dire, parce que j'y étais pendant Vambouchou 2. Vous vous rappelez ces opérations où il n'y avait pas d'expulsion du territoire. C'était vraiment des opérations où on allait raser les bidonvilles, c'est-à-dire que les gens se construisaient des abris de fortune et vous rasez tout et vous repartez. Et donc, ils montaient de plus en plus haut dans la montagne, ils construisaient des abris de plus en plus de fortune, ils avaient tout à recommencer, construire un approvisionnement d'eau avec un tuyau d'arrosage, de briques et de broc. Ouais. Mais c'est la volonté de Gérald Darmanin de lutter contre l'habitat insalubre. Pour vous, c'était pas une bonne idée ? Alors, quand on veut, si on veut que les gens n'habitent pas dans des logements insalubres, on les met dans des vrais logements. Mais quand on n'a pas de solution à leur proposer et qu'on se contente de tout raser pour dire, depuis Paris, sur les plateaux télé, se pavaner en disant « j'ai fait disparaître un bidonville », bah oui, mais vous en avez fait réapparaître 3, plus précaires, plus loin dans les montagnes. Et nous, à l'époque, certains étaient même en urgence, que c'était en cours. Il y avait un stade sportif, et donc ils s'étaient installés autour. Ils n'avaient plus accès au stade, ils avaient été évacués aussi du stade. Ils étaient autour ils n'avaient même pas une bâche pour se protéger de la chaleur. Ils étaient sur le macadam dans la rue, quoi. Et en disant, ils avaient peur des autorités. Dès qu'ils voyaient une voiture de police, c'était la panique, quoi. C'est ça qui se passe là-bas, avant même le cyclone. Donc imaginez aujourd'hui la détresse de tout le monde avec le peu de services publics qu'il y avait là-bas, parce que par rapport à la métropole, je suis au regret de vous annoncer que c'est quand même extrêmement sous-doté en termes d'hôpitaux, d'écoles, etc. Et tout ça est à terre. Au moins, ce qu'il reste de ces lycées servent-ils d'abri de fortune d'urgence pour les populations. Alors, Bruno Retailleau est parti très rapidement à Mayotte. Le président de la République et le Premier ministre vont y aller. Est-ce que vous trouvez que la réaction du gouvernement est à la hauteur ? Et est-ce qu'on peut espérer que ce soit une réaction et qui permette à Mayotte de s'en sortir un peu mieux aujourd'hui ? Alors, la première chose, c'est qu'on voit bien que Bruno Retailleau y est allé, mais que ça servait de paravent au fait que le Premier ministre lui-même n'y aille pas. Et le fait que le Premier ministre choisisse d'aller au conseil municipal de Pau, excusez-moi, je pense que personne n'a compris ça. On va en parler. Ça, on va en parler. Et par ailleurs, moi j'ai lu hier la réaction sur les réseaux sociaux du ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur. Il n'est pas en charge de la doctrine et de promouvoir la doctrine des Républicains dans des moments comme juste, on va la préciser. Il a fait un tweet, Bruno Retailleau, en disant qu'on ne pourra pas reconstruire Mayotte sans traiter avec la plus grande détermination la question migratoire. Mais vous voyez que dans des moments comme ça, tragiques, des moments de drame humain, l'heure est à l'union nationale et au recueillement. C'est ça qu'on doit faire. On doit essayer de comprendre, on doit essayer d'aider en urgence. C'est pas le moment de lancer des polémiques sur l'immigration. Alors je sais que certains... Mais pour vous, ça c'est une polémique de dire ça? Pour vous, c'est une polémique? Il n'y a pas une vraie question migratoire à Mayotte? Je pense pas que les migrants soient à la cause du cyclone qui a ravagé cette île.
Ce qui est la cause du cyclone qui a ravagé cette île, c'est le climat. Ouais. Là il parle de reconstruction. Il ne dit pas que les migrants sont la cause du cyclone. On sait que le climat se dérègle et on sait que plus il se dérègle, plus ce genre d'épisode va s'intensifier. Et que donc, vont être plus fréquents qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a un temps du deuil et du recueillement, et que si un jour on arrive à la phase, dans un second temps, de comment on fait pour que ça n'arrive plus, comment on fait pour sécuriser cette île, le seul sujet n'est pas l'immigration. Mais est-ce que c'est un sujet ? Est-ce que pour vous, il va falloir poser la question migratoire lors de la reconstruction de Mayotte ? Mais elle se pose déjà, cette question. Je pense qu'on n'a pas les mêmes réponses. Voilà. Et puis quand vous commencez à expliquer à Mayotte qu'ils n'auront plus le même droit du sol, déjà, être à Mayotte, vous savez que vous n'avez pas les mêmes minima sociaux à Mayotte. Non, mais est-ce qu'il faut poser la question migratoire ? Est-ce qu'il faut restreindre le droit du sol à Mayotte, voire supprimer le droit du sol à Mayotte ? La République est une et indivisible. Et donc, soit on considère fait pas d'exception que pour Mayotte. c'est la France. Ce que demandent certains élus mahorais. Je considère que Mayotte est la France et les Mahorais considèrent qu'ils sont français. Et bien, si Mayotte, c'est la France, alors il y a, on traite ce territoire comme on traite les autres territoires. Il n'y a pas un droit du sol à part. Il n'y a pas des services publics de moins bon niveau et en part de population beaucoup moins présents. Il n'y a pas un niveau de RSA insuffisant. Parce mais que, vous, en fait, pour vous, la question migratoire, elle ne se pose pas différemment à Mayotte avec une immigration massive venue des Comores ? Non, mais quand vous êtes à Mayotte, il faut regarder le prix de la vie quand même. Le prix de la vie est beaucoup plus élevé. Mais le RSA, le SMIC, tous les minima sociaux, tous les minima sociaux sont, c'est plus de 20% inférieur à ce qu'il y a en métropole. Alors que tout est plus cher. C'est complètement anormal. Quand vous êtes à Mayotte, je parle avant le cyclone, vous n'avez pas un accès quand il ne se passera pas bien. Et ce n'est pas qu'un sujet de migrants. Alors aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence. Qu'est-ce que vous demandez, vous, pour Mayotte, à l'heure actuelle ? On voit que la France a été capable de reconstruire Notre-Dame en 5 ans et il y avait un vrai engagement du président. Il s'en est occupé personnellement. Il a fait des réunions sur le sujet. Alors certes, Notre-Dame, ça trône au centre de Paris et tout le monde le voit et ça fait des belles inaugurations. Voilà. Et je pense qu'on doit être capable de mettre autant d'investissements, autant d'énergie. C'est un peu ce qu'a dit François Bayrou hier. Il a dit on a reconstruit Notre-Dame en 5 ans. On doit pouvoir aller aussi vite, voire plus vite pour Mayotte. Il a lancé un appel à projet pour les reconstructions. Pour vous, je pense que malheureusement, M. Bayrou n'est plus très crédible sur le sujet de Mayotte, vu les 48 heures qu'on vient de passer. Ça veut dire que pour vous, son aller-retour à Pau, ça l'a décrédibilisé sur le sujet de Mayotte. Ce que je veux dire, c'est que pour Mayotte, on a besoin d'actes, pas de paroles. Et que du coup, cet engagement fort et ferme, il doit se voir, y compris dans les symboles. Pour vous, il est plus crédible sur le dossier pour vous ? Je pense que malheureusement, il n'est plus crédible sur grand-chose. C'est mon gros problème là dans la séquence. Vous voulez dire son aller-retour à Pau l'a décrédibilisé pour la suite ? Mais je ne sais pas s'il y a un seul Français dans ce pays qui a compris ce qui se passe depuis 48 heures. Moi, j'ai mon avis de responsable politique. Allez-y, c'est quoi votre avis ? Allez-y. Alors, en tant qu'écologiste, je suis très inquiète parce que ça fait quand même 6 mois de perdu pour le climat et on est en train de prolonger ça. Idem sur la justice sociale. Enfin, c'est très inquiétant. On est en train dans ce pays de patiner alors qu'on est dans un cumul de crises qui nécessite une action ferme et urgente. Son aller-retour à Pau. Son aller-retour à Pau, excusez-moi de vous dire que, premièrement, prendre un jet privé regardez le nombre les tonnes de CO2 qui ont été... C'est pas un jet privé, c'est un Falcon de la République française. Oui, donc en plus avec notre argent, donc on est ravis. Mais c'est notre argent et c'est notre climat. Deuxièmement, dans la séquence, c'est vrai tout le temps, mais encore plus aujourd'hui, on a besoin d'un Premier ministre à plein temps. Enfin, vous voyez bien quand même que ce pays est dans un état... on ne sait pas si on va finir l'année avec un budget ou pas. Mais pour plus personne ne comprend rien. Et donc, on nomme un nouveau capitaine du navire. Dans les 48 heures, il a une chose à faire ses preuves et engager la confiance, pas qu'avec les forces politiques, avec les Français. Les Français ont besoin qu'il y ait un pilote dans l'avion. Ils ont besoin de se dire, bon, on est d'accord ou pas d'accord, mais au moins on a un Premier ministre. Il a les choses en main. Pour vous, mais là, il n'a rien en main. Pour vous, un aller-retour à Pau, ça obère toute la suite ? Et notamment vos discussions avec lui ? Je pense qu'il a raté ces premières 48 heures où vous devez nouer la confiance avec les Français. Je pense que ça ne se rattrape pas. Ça ne se rattrape pas. Je pense que les entrées en matière athée ne se rattrapent pas. Mais lui, hier, vous l'avez entendu, il dit, vous sentez, en s'adressant à l'opposition, vous ne sentez pas la vie de la province, il y a une déconnexion entre la vie de la province et celle des cercles de pouvoir parisiens. Mais excusez-moi, c'est très déconnecté de dire ça. Je ne pense pas que les Français
pense qu'un Premier ministre, pour être connecté, a besoin d'être maire. Un Premier ministre, pour être connecté, il a besoin d'avoir travaillé dans sa vie, il a besoin d'aller faire ses courses lui-même au supermarché, il a besoin de savoir ce que c'est que l'état des services publics parce qu'il va mettre sa lettre à la poste, qui conduit des gamins à l'école ou qui a besoin de se faire soigner à l'hôpital public. C'est ça, connaître la vie des Français, c'est pas être maire. Et les maires font un travail remarquable, hein. Mais très sérieux, qui peut penser qu'on a le temps, quand on est Premier ministre en 2024, dans la situation politique qui traverse le pays, d'être maire? Et ce qui est complètement lunaire, c'est qu'en plus, il veut faire la démonstration en faisant ça, que genre il pourrait courir d'un marathon d'une main et puis de l'autre main signer des parapheurs, qu'il est dans la pleine force de l'âge, en pleine possession de ses moyens, en pleine forme. Bon, la démonstration n'a pas marché. Mais en plus, il se lance dans une démonstration périlleuse que le cumul des mandats, c'est cool. Et que vraiment, c'est le moment de mettre sur le gros sujet du moment serait de dire je vais mener une bataille culturelle cette semaine-là, c'est que le cumul des mandats, il faut le remettre parce que c'est trop bien. Il a fait la démonstration inverse. Et moi, en tant que pourfendeuse du cumul des mandats, on l'a combattu au Sénat, à l'Assemblée nationale en changeant la loi. Dans notre parti, on a des règles très strictes sur le sujet. Je suis chef du Parti des Verts, je ne suis pas parlementaire en même temps. Ça me permet d'être une bonne chef de parti. Ça me permet de le faire à plein temps. Donc on est très crédible sur le sujet, mais on voit bien que c'est un sujet, la bataille culturelle, elle bouge. On voit qu'il y a des partis de droite qui veulent revenir sur ça, sur le non-cumul, par exemple, entre parlementaires et maires. OK, on suit ça. Et puis là, tout d'un coup, François Bayrou arrive, il veut réouvrir le dossier en grand, mais nous venons de gagner la bataille idéologique sur le cumul des mandats, grâce à lui, en 24 heures, parce que je pense que tous les Français, si vous faisiez un sondage aujourd'hui sur est-ce que c'est bien de cumuler Premier ministre et maire... Sachant que ça, c'est pas interdit par la loi, hein, Premier ministre et maire, c'est autorisé. Oui, mais dans l'usage, c'est impossible. La grille de cumul n'est même pas prévue, je pense, parce que personne n'a pensé que quelqu'un aurait l'idée de faire ça. Donc c'est pas écrit dans la loi qu'on n'a pas le droit de le faire, parce que c'est évident que non. Mais vous voyez, les Français qui se posaient sincèrement la question, je pense que là, maintenant, ils ont un avis très, très pertinent dessus, et que toutes celles et ceux qui, à droite, voulaient revenir là-dessus, ont compris que le game était over pour les 10 prochaines années sur le sujet. Donc rendez-vous dans 10 ans pour un nouveau débat sur le cumul des mandats. En attendant, on va rester comme ça. Alors aujourd'hui, François Bayrou, il essaie de constituer un gouvernement, de chercher avec vous peut-être un pacte de non-censure. Est-ce que là, ces derniers jours, cet aller-retour à Pau, ça change quelque chose dans vos discussions? Est-ce que vous allez continuer Alors, en fait, à étudier avec lui la possibilité d'un pacte de non-censure? Mais nous, on a l'enjeu, on a le devoir, la responsabilité comme chef de parti de ne pas être que sur les symboles. On voit bien que c'est un symbole raté, ces 48 premières heures. On voit bien que la rencontre entre François Bayrou et les Français n'a pas marché. Mais on pourrait se dire, on a même un peu le devoir de se dire, bon, passons, comment on fait? Donc moi, quand hier, avec Cyril Châtelain et Guillaume Gontard, nous nous rendons à l'Élysée, à Matignon, pour rencontrer le nouveau Premier ministre, on y va de la manière la plus constructive possible, en sachant bien que une fois qu'on comprend qu'il va être Bruno Retailleau ministre de l'Intérieur, déjà ça c'est acté. Ça, il vous l'a dit qu'il restera ministre de l'Intérieur. Excusez-moi, je sais lire. Enfin, je vois ce qui se passe. Donc je vois bien que s'il met Bruno Retailleau au ministre de l'Intérieur, je sais ce que ça veut dire. Je sais que vendredi, vous en faisiez une condition de la censure, la présence de Bruno. Mais toujours, ça veut dire que là, toujours, si Bruno Retailleau ministre de l'Intérieur, c'est censure. Il vaut censure. Comment voulez-vous que nous soutenions un gouvernement qui dit ah non, mais nous c'est le Front républicain, on n'est pas avec l'extrême droite, mais qui mène sa politique sur l'immigration? Vous lui avez expliqué ça? Les porte-parole de l'extrême droite disent à chaque fois Bruno Retailleau il pourrait être porte-parole chez nous. Donc vous dites encore ce matin, si Bruno Retailleau est au gouvernement, c'est censure automatique des Verts, des écologistes. Il n'y a pas d'automaticité, mais il y a une logique en fait dans ce monde. Donc moi j'aime pas dire est-ce que vous allez censurer a priori, comme si par principe, paf, c'est éjectable. Mais nous avons des a priori de censure de plus en plus forts. La réalité, c'est que François Bayrou, semaine après semaine, enfin jour après jour, ça va très vite, même heure après heure, est en train de décrire le récit de sa propre censure. Il pave le chemin de sa censure. Il a sa censure entre ses mains à lui. C'est pas nous qui décidons, c'est lui en fait. Il sait très bien que s'il fait ça, il provoque la censure d'un tel, que s'il fait une chose, il provoque la censure d'autres. Et on lui a dit très sincèrement, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que c'est un Premier ministre d'un parti qui n'a pas gagné les législatives. Il n'est pas du nouveau Front populaire. C'est un premier problème. Bon, on accepte quand même de discuter avec lui parce que l'état de la France fait qu'il faut trouver des solutions. Deuxièmement, c'est pas juste un Premier ministre, c'est qu'on comprend, les listes commencent à fuiter de sa composition gouvernementale, on voit avec qui il en discute. Le périmètre du gouvernement va être exactement le même que celui de Michel Barnier. C'est-à-dire qu'ils vont dépendre des LR. Et comme ils vont dépendre des LR et tourner le dos à la gauche, aux gagnants de l'élection législative, ils vont devoir le faire sous l'œil bienveillant du Rassemblement national dont ils dépendront. Et donc ils vont, comme M. Barnier, sauter à la corde jusqu'à ce que Marine Le Pen décide de scier la manche. Ils ne dépendront des LR que si, vous, à gauche, vous ne signez pas de pacte de non-censure avec François Bayrou. Mais un pacte de non-censure sur quoi?
expliquez-moi. Au moins sur le budget, par exemple. Expliquez-moi le truc qui ferait aujourd'hui qu'un député écologiste, par exemple, pourrait dire je ne vais pas voter la censure. C'est la question que j'allais vous poser. Sur le budget, qu'est-ce que vous demanderiez pour ne pas censurer le budget qui va être discuté au début de l'année? Nous avons une approche honnête intellectuellement. Nous nous posons la question, est-ce qu'il y a un, deux, plusieurs, ce serait mieux, éléments qui font que nous pourrions dire nous sommes convaincus là-dessus, nous ne votons pas la censure. Qu'est-ce que vous demanderiez? Le choix de ce Premier ministre est un outrage. Il a d'ailleurs dû se rouler dans le bureau du président de la République pour être nommé, ce qui en dit quand même beaucoup sur le problème. Deuxièmement, le périmètre de son gouvernement n'a rien pour nous convaincre. Troisièmement, quand vous dites, alors politiquement, on arrive au troisième sujet un peu dépité, alors, moi je peux faire des compromis, mais sur rien de ce qui a un impact budgétaire. Pour discuter du budget, ça ne va pas être pratique quand même, monsieur le Premier ministre. Et vous aviez une demande sur les retraites. Sur les retraites, je vais lancer une démarche. C'est quoi? Vous verrez le 14 janvier. Je crois qu'on ne va pas être déçus. Sur l'environnement, vous parlez d'environnement. Là, on est très inquiet sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait des pistes cyclables à Pau. D'accord, monsieur le maire de Pau, mais moi je parle au Premier ministre, donc j'aimerais savoir ce qu'on va faire pour la France. Par exemple, la planification écologique qui avait commencé. Mais c'était au rez-de-chaussée. Attendez, juste sérieusement, quand vous avez parlé d'écologie, vous avez répondu j'ai fait des pistes cyclables à Pau. Oui, et il se trouve que j'ai eu mes collègues écologistes de Pau qui m'expliquent, il y a une association d'ailleurs qui s'appelle Pau à vélo, qui m'explique que les pistes cyclables ne sont pas hyper bien conçues et que, bref. Donc en plus, ça ne va pas, quoi. Et donc, effectivement, le gros souci, c'est qu'on s'adresse au Premier ministre, mais on y va vraiment avec notre intellectuel, nos préoccupations pour la France. Et on s'adresse, en fait, on a des réponses, non pas du Premier ministre, mais du maire de Pau. Marine Tondelier, est-ce que vous arriviez, vous, avec des demandes spécifiques? Mais bien sûr, les députés écologistes ont fait un travail de priorisation. Ils avaient 11 mesures, certaines qui ne sont pas financières, par exemple lutter contre la concentration des médias, qui est un vrai enjeu démocratique, une demande financière, d'autres qui sont financières, au premier rang desquelles la justice sociale fiscale, évidemment, le sujet des retraites, le sujet de l'écologie, le budget d'écologie et en parallèle des fiscalités telles que l'ISF climatique. Évidemment, le budget des collectivités territoriales aussi, parce que les Français peuvent dire l'urgence, c'est nous, c'est pas les collectivités. Sauf qu'en fait, quand les collectivités s'écroulent, elles sont moins à même d'aider leurs concitoyens et souvent les villes. Et là-dessus, il a ouvert des portes ou pas? Mais non. D'accord. Il nous dit donc ça veut dire qu'a priori, vous verrez. Et en fait, il ne sait pas où il va. Et ça, c'est très préoccupant. Moi, je suis arrivée inquiète. Je suis sortie chamboulée, déroutée et déstabilisée en me disant s'il allait à un endroit où je suis pas d'accord politiquement, mais je voyais où il allait. Bon, je me dirais, ok, je suis pas d'accord, mais je vois où il va. Là, je ne vois même pas. Je ne vois même pas. Et tout ce que je vois, vous savez, moi je dis souvent, un point c'est un point plus un point, ça commence à faire une ligne. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que le Premier ministre qui a été nommé ne correspond pas aux résultats législatifs, que les gens qui sont pressentis pour être dans son gouvernement, c'est on prend les mêmes et on recommence. Et je vois que sur la politique, il n'y a aucun signe de début de commencement de changement de cap qui est donné. Et donc, je le dis très tranquillement, les mêmes causes produiront les mêmes conséquences. Donc vous finirez par censurer. S'il prend le même chemin que Michel Barnier, il connaîtra le même destin que Michel Barnier. Mais ce sera encore plus grave pour la France. Et je le dis, que les gens ne croient pas en nous regardant qu'on y prend un quelconque plaisir. Ça ne nous fait pas rire du tout. C'est hyper inquiétant. Ça va mettre censuré encore sur le budget. Alors moi, je censurerai et tout, je ne suis pas parlementaire, c'est les députés écologistes qui prennent la décision. Les députés écologistes, on imagine qu'ils vous consultent, vous en parlez quand même avant de décider quelque chose, ils vous censurez encore sur le budget. Mais aujourd'hui, je serai député écologiste, et donc j'imagine qu'ils ont un raisonnement similaire. Je regarde, je n'ai aucun argument, pour ne pas voter cette censure. Alors, même le fait de doter la France d'un budget. Et c'est pas juste. Mais quel budget? Un budget qui va sabrer les collectivités territoriales, un budget qui va faire 0 € sur les pistes cyclables en 2025, un budget qui va sabrer la rénovation thermique des logements. Ce matin, c'est atterrant. On est dans un truc. Moi, je l'ai bien vu. Je pense que certains macronistes croient sincèrement que ça va être tellement la merde qu'on va être obligé de voter parce que ce sera le chaos. Quand même, ce matin, c'est eux le chaos, en fait, il faut le dire quand même. Marine Tondelier, ce matin, les syndicats patronaux ont écrit une lettre commune, c'était pas arrivé depuis très longtemps, pour dire attention, l'instabilité gouvernementale pourrait provoquer une crise économique et donc des drames sociaux. C'est vrai. Vous le prenez en compte ? Je vais vous le dire, la CGT dit la même chose. La CGT vous explique qu'il y a 300 plans de licenciement en ce moment même, des dizaines de milliers d'emplois. Et que toute cette insécurité fait que certains s'engouffrent là-dedans pour déstabiliser le pays. C'est vrai. Ça ne vous oblige pas à soutenir finalement quand même le gouvernement on n'est jamais obligé de soutenir un gouvernement. Et je vous dirais, quand la démocratie française en sera rendue à « vous êtes obligés de les soutenir », ils se moquent de vous.
Il se moque des forces politiques parce qu'ils ne respectent pas les résultats des élections. Il se moque des Français parce qu'ils ne se préoccupent pas de leurs intérêts. Mais on n'a pas le choix parce qu'ils nous ont mis dans une impasse telle qu'on n'a plus le choix que de les soutenir. Ce sera un fiasco démocratique. Et moi, je vais vous dire une chose. Quand on est dans une démocratie, il y a plusieurs moyens de désavouer des politiques. Les deux moyens les plus forts institutionnellement ont été utilisés pour désavouer les politiques menées depuis 7 ans. Le premier, c'est le vote des électeurs français. Le deuxième, c'est la censure de la représentation nationale, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale. Les deux, en 6 mois. Il y en a un troisième. Pour celles et ceux qui ne croient pas en la politique, qui ne croient pas en la démocratie, et qui croient plutôt dans les marchés financiers, ça n'est pas mon cas, mais il y en a dans cette famille politique macroniste, les marchés financiers commencent aussi à désavouer tout ça. Les marchés financiers, ils disent pas « Ah là là, le NFP, je sais pas quoi, ils ont fait un programme ». Les marchés financiers, ils ont commencé à paniquer au moment de la dissolution du jour au lendemain du président. Ils se sont dit « Ce président est capable du jour au lendemain de Est-ce que comme Marine Le Pen ce matin, dans le Parisien, vous dites Emmanuel Macron, c'est fini ou presque? C'est ce qu'a dit elle. C'est une impasse absolue. Donc soit il se retourne, il revient vers la lumière, soit il continue à aller de plus en plus dans l'impasse. Mais franchement, c'est pas lui qui est en train d'enterrer, c'est le pays. Il faut se le dire quand même. Ça veut dire que comme Jean-Luc Mélenchon, vous demandez une procédure de destitution? Absolument pas. Je demande qu'il fasse demi-tour et qu'il revienne vers la lumière. Parce que, pour toutes les raisons qu'on vient de se dire, je ne vois pas en quoi plonger tout d'un coup dans, en plus, une campagne présidentielle maintenant nous aide à sortir des ronces. Parce qu'en plus, vous changez de président, mais vous gardez la même Assemblée nationale. Encore au moins jusqu'au septembre. Et donc, la question du Premier ministre ne sera pas résolue. La question du gouvernement ne sera pas résolue, la question du budget non plus. Et je pense que dans la situation d'urgence dans laquelle nous sommes, la seule solution, c'est que le camp du président de la République accepte le résultat des élections, accepte la demande forte des Français de changer de politique, accepte que Emmanuel Macron a décidé seul, sans consulter personne, de leur poser une question claire aux Français, voulez-vous ou non une alternance politique, et qu'il refuse de la mettre en place alors que les Français ont répondu massivement oui. C'est un président qui passe son temps à parler de formation professionnelle, c'est très important, mais il a manifestement un petit souci avec la notion d'alternance. Et donc il y a en réalité une seule solution. Ils veulent pas l'avoir, ils veulent pas y arriver, ils traînent des pieds, mais ils y arriveront. Ils vont devoir changer de politique. Et ce n'est pas en gardant un Premier ministre de leur camp, en gardant tout un gouvernement de leur camp, en allant chercher toujours plus à droite, en dépendant du RN, en refusant de bouger quoi que ce soit sur la justice sociale, quoi que ce soit sur l'environnement, quoi que ce soit sur les services publics, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et même les marchés financiers sont en train de dire mais stop. Et je vais vous dire, si encore ils disaient ah non mais nous c'est parce que c'est la crédibilité financière, budgétaire, mais le fiasco budgétaire dans lequel on est, c'est leur bilan quand même. C'est 7 ans de politique macroniste. C'est 7 ans d'une politique qui fait des cadeaux fiscaux aux plus riches et qui fait qu'on s'en retrouve là budgétairement parce que bah oui, il y a moins de recettes. Et c'était pas un truc pour alléger les... Moi, si ça avait été un objectif de justice sociale en disant eux, ils s'en sortent plus, on va les aider, on les allège, on baisse la TVA sur tel et tel produit de première nécessité. Pas du tout. Est-ce que la gauche c'était des cadeaux aux plus riches. C'est incroyable. Est-ce que la gauche veut vraiment aller à Matignon? Parce que ce que dit l'Élysée, finalement, c'est ils nous proposent personne, donc on prend ceux qui veulent bien y aller. Excusez-moi, c'est une plaisanterie. Et alors, si vous croyez encore aujourd'hui que ce que dit vous l'Élysée, et l'Élysée dit on ne peut pas les nommer parce qu'ils ne veulent pas y aller, je pense que tous les Français ont très bien compris que oui, on voulait y aller. On a demandé que ça, tout l'été. On nous a expliqué d'ailleurs que le problème de la France, c'était nous parce qu'on voulait trop gouverner. Ah bon, première nouvelle. Bon, excusez-moi, là, je ne sais pas quoi vous répondre. On vous a aussi opposé que vous ne souteniez pas Bernard Cazeneuve, par exemple. Alors, reposez-moi la question une fois sérieusement, sans rigoler, et je vous répondrai parce que franchement, c'est pas sérieux. Allez, on va s'arrêter là, Marine Tondelier. Merci beaucoup. J'allais dire on va, mais non, il est l'heure. Ça y est, il est l'heure. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. La une de la Dépêche, Christelle, c'est ça commence mal. Pour François Bayrou. Ah bah tiens, on est d'accord. Mais on continue à en parler tout de suite dans le Club des Territoires.